Salut tout le monde, bienvenue sur Always Geeks. Alors, je suis avec Vincent et Xavier qui fait son retour sur la chaîne. Alors, Xavier, bien content de t'avoir. Salut. Salut les gars. On fait une petite vidéo aujourd'hui pour parler du tome célestial pour les Ossiarch Bone Reapers qui vient de sortir dans le White Dwarf de janvier. Vincent et Xavier sont des joueurs Bones Reapers, alors ils vont nous présenter et commenter ce tome célestial-là. Avant de commencer aussi, Xavier, tu as une chaîne Twitch, tu as une chaîne YouTube, alors sur AOS en fait. Donc, les gens qui veulent te suivre, t'écouter, peuvent le faire. Donc, sur The Gentleman 14 avec ton épisode, ton émission hebdomadaire les mardis soirs, là, le double tour sur ta chaîne Twitch que tu mets aussi en rediffusion sur ta chaîne YouTube. Donc, les liens seront en description là, de la vidéo. Alors, sans plus tarder, les gars, on vous écoute au sujet de ce tome célestial. Ouais, ben pour commencer, moi, j'aimerais savoir, Xavier, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tome célestial-là? Est-ce que tu penses que ça va replacer les OBR dans le haut du Fat Middle ou les replacer en top tiers ou est-ce que, somme toute, c'est assez mineur comme changement? Euh, Somme toute, c'est assez mineur. OBR avait vraiment de la misère dans cette nouvelle méta, dans cette nouvelle édition. On dirait qu'OBR ont été le bêta-test pour la troisième édition là, avec les Relentless Discipline Points, tout ça. Puis maintenant, la version que tout le monde utilise est meilleure et a moins de désavantages que ce que les OBR ont, pour le mettre un peu comme ça. Donc, c'est un tome célestial qui est venu patcher certaines choses, si je peux le dire comme ça, qui est intéressant, qui donne des habiletés intéressantes. Mais le problème en tant que tel, le corps du problème vient de l'armée, de ces mécaniques d'armée qui, selon moi, devraient être réécrites là, dans un nouveau tome au complet. Donc, ça nous garde, je dirais que ce tome célestial-là nous garde sémenté dans le milieu, mais très difficile d'aller plus haut que ça. Là. En général, Bone Reapers va être une armée qui va va gagner décisivement contre des moins bonnes armées, mais qui va avoir de la difficulté à se battre contre les armées au top. Oui, c'est exactement mon impression aussi. Là. Il y a des armées qui ne passent pas au travers les shield walls des Mortec, puis là, dans ces cas-là, on a vraiment un avantage, mais on n'est pas capable de percer contre les grosses armées, on n'est pas capable de coucher les méga Gargans, par exemple, on n'a pas le power que ça prend. Fait que moi j'ai été un peu déçu. Le tome célestial est vraiment bon. Tout ce qu'ils ont mis va dans le bon sens. On a plein d'habiletés intéressantes. Mais comme tu dis, ils n'ont pas adressé les problèmes fondamentaux. Et un problème fondamental qu'ils n'ont pas adressé, c'est avec le dernier nerf de Nagash dans la fac qui dit qu'on ne peut pas utiliser les habiletés des factions, donc pas utiliser les Relentless Discipline Point, mais là, il ne peut même pas utiliser de Command Ability parce que c'est une armée Ossiarch Bone Reaper qui n'a pas de Command Point. Là, je trouve que le nerf est vraiment très, très gros pour Nagash en OBR, ce qui est dommage parce que c'est supposé être sa faction d'élite. Fait que ça, je pense que ça aurait été le fun dans le tome célestial qu'il y a une petite correction, un petit mot sur Nagash, comment faire pour le rendre un petit peu plus jouable dans cette faction-là. Je pense que le meilleur tome célestial qu'on a vu à date, selon moi, c'est celui de Soulblight. Puis dans celui de Soulblight, ils sont venus justement un peu patcher une des sous-factions qui avait beaucoup de lacunes, selon moi, Legion of Blood, et sont venus lui donner des bonus super intéressants, super thématiques. J'aurais aimé voir la même chose ici avec OBR, ne serait-ce que pour Crematorian ou Ivory Host, qui sont des factions juste complètement oubliées. Peut-être venir les buffer de certaines manières, les rendre déjà plus jouables versus les Mortis Praetorian ou les Petrifex Elite. Donc, mais c'est pas là qu'on est allé, malheureusement. Alors, on va commencer sans plus tarder. On va regarder d'abord les habiletés d'allégeance. Ben, c'est simple ici, je ne lirai pas tout le texte. On garde nos Relentless Discipline Points. On ne fait pas de command point, mais des Relentless Discipline Points. Et on les génère comme on les génère depuis la V3, depuis l'errata de la V3, la première errata. Donc, on génère une quantité, pour les joueurs au billard, on génère une quantité de Relentless Discipline Points qui est suffisante. On en génère vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ça n'a pas changé. Ils l'ont juste réofficialisé dans le tome célestial, mais c'était déjà dans la fac. Ensuite, on continue en nous disant comment utiliser les Relentless Discipline Points. Ça n'a pas changé. Encore une fois, c'est comme c'était dans la fac. Dans le fond, on peut utiliser
les habiletés, les common abilities des OBR plusieurs fois. C'était la mécanique même de l'armée. Donc, on peut utiliser le Shield Wall, par exemple, des Mortec Guard. On peut l'utiliser sur chacune de nos unités, mais on conserve la limitation qu'une unité ne peut recevoir et ne peut donner qu'un seul ordre par phase. Donc, ça n'a pas changé. Essentiellement, ils sont encore venus une fois juste officialiser la fac. Ils ont juste changé le wording. En fait, avant, c'était vous pouviez l'utiliser pour faire les command abilities qui sont sur les War Scrolls ou Unstoppable Advance. Et là, ils sont venus introduire le terme Ossiarch Command Ability parce que maintenant, on a plus d'Ossiarch Command Ability. Ils sont juste venus. C'est juste comme nettoyer un peu là, comment c'est écrit, là, mais pour introduire éventuellement d'autres Ossiarch Command Abilities. Exactement. Et c'est justement là qu'on s'en va. On a gagné 2 nouvelles command ability. On a Unstoppable Advance qui n'a pas changé. C'est ajouté 3 pouces de mouvement à la move characteristic. Et c'est bien dit que c'est pour bouger, pour courir ou pour retraiter. Donc, ça nous permet de retraiter nos Mortec au besoin. Ensuite, Reknit Construct, celui-ci est intéressant. Dans le fond, si on a une unité Ossiarch Bones Reaper qui ne bouge pas dans la phase, qui est plus que 3 pouces des unités ennemies, on peut la guérir de D3 points de vie ou ramener D3 points de vie de modèle au besoin. Donc, ça rajoute un peu de récursion à l'armée. Et on a appris ça, Unflinching Coordination, qui est une habilité qu'on voit de plus en plus dans les tombes célestiales. Lorsqu'un Ossiarch Bone Reaper Hero va s'être battu pour la première fois, il peut utiliser cette commande habilité-là pour faire en sorte qu'immédiatement, il y ait une unité Ossiarch Bone Reaper qui se batte si elle est à 3 pouces d'unité ennemie. Donc, on avait vu ça aussi. Tu as parlé des Soul Blight. Les Soul Blight ont gagné le même genre d'habilité. Ça permet de faire taper successivement un héros puis une unité. Qu'est-ce que tu penses de ces command abilities-là? Honnêtement, je pense que c'est la moins bonne partie du tome. Non, c'est pas vrai. Il y a une autre partie moins bonne. Tantôt, je vais revenir là-dessus. C'est probablement la deuxième moins bonne partie du tome Celestial. Pas impressionné vraiment par ces command abilities-là. Mis à part Unstoppable Advance, qui est encore excellent, qui n'a pas changé, qui reste excellent. Reknit Constructs, il est des 3 wounds. Il y a beaucoup de restrictions. On ne peut pas move. On ne peut pas être en dedans de 3 pouces d'enemy unit. Fait que généralement, oubliez ça sur vos Mortec Guard, à moins qu'ils soient déjà sur un objectif, pas d'ennemis alentour et qu'ils ne bougent pas. Ce qui va arriver assez rarement. Sinon, vous voulez qu'ils avancent. Vos héros aussi, généralement, vous voulez qu'ils avancent. Peut-être sur une catapulte, peut-être sur Catacross que vous pourriez healer avec ça. C'est plus situationnel qu'on le croirait. Tout de suite, on voit une autre façon de ramener des modèles. On se dit, c'est super bon, mais on se rend rapidement compte que ça va être dur d'utiliser cette command ability-là souvent. Mais bon, c'est un petit bonus. Comme tu disais tantôt, Vincent, on a souvent trop de Relentless Discipline Points pour savoir quoi en faire, surtout si vous jouez, par exemple, Catacross qui en donne juste beaucoup trop. Ça peut peut-être être un heal de plus dans votre armée, mais en général, je trouve que ça va être un peu trop situationnel. Puis, Unflinching Coordination, on n'a pas de héros si hot que ça à foyer au combat. Honnêtement, tu sais, peut-être Catacross s'il est en combat, un Liege Cavalos, peut-être. Mais à part ça, puis le problème avec cette command ability-là, c'est que c'est dans la command phase que vous le faites. Donc, ça vient compétitionner avec votre Shield Wall sur vos Mortec, ou si vous voudriez faire Endless Duty pour le plus 1 attaque, ou si vous voudriez faire Bludgeon pour plus 1 drain dans Petrifex Elite. Il y a comme trop de meilleures command ability que juste dire mon Liege va attaquer, puis ensuite mes Mortec vont attaquer. Ça va être très, très, très rare qu'on va utiliser cette command ability-là, selon moi. Ouais, moi aussi. Si, encore une fois, je reviens avec Nagash, je suis encore triste, je l'ai sur le cœur, mais si Nagash avait pu frapper et là, faire frapper, par exemple, une unité de Stalker après, ça va être intéressant. Mais comme tu le mentionnes bien, pour les Mortec, la commande habilité qu'on utilise presque toujours, ça va être le Shield Wall. C'est trop bon comme habilité pour s'en passer. Donc, on n'utilisera pas vraiment une Flinching Coordination. Je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure section du tombe célestial. Puis si vous n'utilisez pas Shield Wall et vous voulez absolument tuer une unit, statistiquement, vous allez faire plus de dégâts en mettant, par exemple, plus une attaque sur vos 20 Mortec qui vont taper la unit tout de suite, que de dire je vais faire taper mon Liege Cavalos et mes 20 Mortec. Vous n'allez pas faire autant de dégâts. Fait c'est juste pas. Ça amène quand même des outils de plus, surtout le petit healing occasionnellement. Donc, c'est pas excellent, mais c'est ça de plus dans le coffre à outils.
Ensuite, là, on a gagné par exemple, une section qui est intéressante. Là, j'ai hâte de t'entendre, Xavier, mais là, moi, j'ai été assez séduit par ce qu'on avait là. On a gagné Relentless Leadership. On a gagné, dans le fond, des Heroic Action qu'on n'avait pas parce qu'on se souvient que, bon, il y a l'Heroic Action qu'on fait, règle générale, au premier tour, c'est de se donner un point de commandement de plus. Et là, on ne pouvait pas le faire avec l'OBR. Et là, ils nous ont donné mieux qu'un point de commandement, finalement, parce que là, c'est automatique. Relentless Leadership, on prend une unité Ossiarch Bone Reaper Hero, puis jusqu'à la fin du tour, cette unité-là peut faire gratuitement une commande sans avoir à payer de Relentless Discipline Point. Donc, même pas besoin de rouler le 4+. C'est automatique, on vient de gagner un point. Donc, ça peut être, par exemple, une attaque de plus avec Catacross. Ça peut être l'habileté générique de Catacross. C'est son habileté qu'on fait à tous les tours en phase 0 pour donner plus un de save. Donc, super intéressant comme habileté. Et ensuite, on a gagné une autre common ability parce qu'une, c'était pas assez. Alors, on en a gagné une qui est intéressante, qui est Necromantic Mastery. Dans le fond, on va prendre un de nos mortisans, un de nos sorciers, et le premier sort qu'il va lancer, il va essayer de lancer ce tour-ci, ne pourra pas être unbindé, ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas de bonus pour lancer nos sorts, pas de bonus intéressant, du moins avec les mortisans. Donc, l'adversaire ne pourra pas, par exemple, unbinder notre Mystic Shield qu'on va avoir casté ou le Empower Netherite Weapon ou peu importe, parce qu'on a quand même des sorts intéressants dans notre toolbox des mortisans. Donc, deux Heroic Actions que je trouve bien. Qu'est-ce que tu en penses, Sally? Oui, c'est solide. Puis tu l'as bien dit avec Necromantic Mastery, c'est pas mal les deux spells qu'on va vouloir passer, soit probablement Mystic Shield en premier et Empower Netherite Weapon aussi, qui va être très important sur les Mortec Guard. Donc là, vous avez votre Soul Reaper. Non, vous n'avez pas votre Soul Reaper parce que vous ne prenez pas un Soul Reaper de toute façon. Votre Soul Mason, votre Bone Shaper et il y a Mir Kanan aussi qu'il ne faut pas oublier, qui est un mortissant. Qui peuvent être intéressants pour caster leur spell. Super bon. C'est sûr qu'il ne faut pas s'essayer avec un gros spell parce qu'il faut quand même le caster pour pas que l'autre puisse après ça l'unbinder. Mais vos spells qui sont sur du 5, sur du 6, qui peuvent être super intéressants à faire, soudainement l'adversaire ne peut rien faire contre ça. Donc, très solide. Puis, pour ce qui est de Relentless Leadership, c'est super bon. Même pas de jet de dés à faire, tout simplement un point gratuit. Quand j'ai commencé à jouer au Ossiarch, c'était justement après l'Errata, après dans la troisième édition, tout ça. On ne fait rien premier tour là, au niveau des Heroic Action. Là, je veux dire, on n'a rien à healer, on ne pouvait pas prendre de command point. On se rend compte à quel point je vais prendre un unbind de plus. Ça part ça, on ne faisait pas grand-chose. Donc là, au moins, on a quelque chose à faire comme deux situations qui vont arriver tout le temps. Une game que j'ai faite pour le tester, je faisais Heroic Leadership, Relentless Leadership à chaque tour, puis c'était excellent. C'est une habilité qui va être encore meilleure plus la partie avance, parce que vous allez générer de moins en moins de points. Donc là, soudainement, le round 3, le round 4, avoir un point gratuit comme ça à chacun des tours, dans le fond, 2 fois par round, ça peut faire toute une différence. Et ensuite de ça, on a gagné une Grand Strategy qui est que, dans le fond, on peut compléter cette grande stratégie-là si on a une unité de Mortec Guard ou de Cavalier Detrider de notre armée de départ qui va avoir le même nombre de modèles à la fin de la partie qu'elle avait au début de la bataille. Là, je te vois hacher de la tête. T'as pas aimé ça comme Grand Strategy? On est rendu à la pire partie du Tome Celestial que j'avais teasé tantôt. Attention tout le monde. C'est mauvais. C'est complètement mauvais. C'est un factuellement pire hold the line. Oui. Il n'y a aucune raison de prendre cette Grand Strategy-là parce que ça demande que vous ayez une de vos units qui sont Battle Line qui ait le même nombre de modèles qu'ils avaient au début. Alors que Hold the Line, tout ce que j'ai à faire, c'est garder un Mortec Guard sur la table. Puis je l'ai réussi. Ça n'a aucun sens comment c'est mauvais. La seule, et là c'est très niche, là, la seule façon que je pourrais voir qu'on pourrait vouloir prendre ça, c'est dans un tournoi en équipe où est-ce que les règles disent que la même Grand Strategy ne peut pas revenir plusieurs fois. On voit ça des fois dans les tournois en équipe. C'est la seule manière que j'ai trouvé une façon d'aller chercher. Puis même encore là, ça se peut qu'il y ait de quoi de meilleur. Là. Fait que, vous pouvez découper, c'est dans le haut de la page, vous pouvez le découper. Là, puis c'est pas facile.
Ouais, écoute, t'as bien résumé la situation. Là, on prend all the line, tout simplement. On ne bat jamais avec ça. Là, t'as trouvé, mais je suis quand même fier de toi d'avoir trouvé que dans certains tournois en équipe, ça pourrait être J'ai sûr. cherché fort, j'y ai donné une chance. Là. On peut pas dire que j'ai pas donné une chance. Mais... Écoute, c'est bien vu. Mais moi, je fais le pari avec toi qu'il va y avoir parmi toutes les Grand Strategies, des deux armées et des Grand Strategies générales, il va y en avoir deux qui vont être meilleurs, qui vont faire en sorte qu'on ne prendra jamais celle-là. Il y a des bonnes chances, effectivement. Cependant, la Grand Strategy n'est pas bonne, mais les battles tactiques, là, c'est autre chose. Par exemple, on vient de gagner des façons de scorer, puis des façons de scorer assez faciles qui Ouais. nous manquaient peut-être. Des fois, on a de la misère à faire nos battles tactiques. Ouais. Là, on en a quelques-unes qui sont intéressantes. Bon, la première, Trample de Defiant, on prend une unité de Cavalos Detrider qui est à plus que 3 pouces des unités ennemies. Et on gagne le 2 points pour la battle tactique si à la fin de si elle réussit sa charge et qu'à la fin du tour, elle est en contact, elle est à 3 pouces d'unité ennemie. Donc, ça, c'est possible de le faire. Ensuite, Unfeeling Recursion. On complète cette battle tactique-là s'il y a 2 ou plus Ossiarch Bone Reaper units qui ont des modèles qui ont été slain et qui ont été ramenés grâce à l'habileté de commandement dont on a parlé, Red Knit Construct. Et finalement, de Tide Demand, on prend une unité de héros ou monstres sur le battlefield. On complète la battle tactique si cette unité-là est détruite durant ce tour-là. Puis si cette unité ennemie-là est un héros ou un monstre a été détruit par le Gutstar Harvester, on fait 1 point de victoire additionnelle. Fait qu'au moins 2 sur 3 qui sont faisables. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Ouais, on est passé de la pire à la meilleure partie du Tombe Célestial de même. Battle tactiques qui sont. C'est quand même intéressant parce que généralement, les battles tactiques sont pas très bonnes dans les Tombes Célestial et la Grand Strategy. Ici, on a juste eu un des deux qui continuait la lignée. Mais là, ici, Battle Tactics sont super bonnes. Cavalos Detriders, c'est quand même assez faisable. Par contre, il faut faire attention à ce que vos Cavalos Detriders réussissent la charge. Donc, Redeploy est notre pire ennemi dans cette armée-là. Et il ne faut pas que vos Cavalos meurent, oui, mais il ne faut pas non plus qu'ils tuent ce qu'ils ont chargé. Donc, vous ne pouvez pas charger quelque chose de très, très faible non plus, parce que vous avez le danger de vous-même vous canceller votre battle tactique. Donc, je pense que toutes les armées Bone Reapers ont un plus à runner au moins une unit de Death Rider dans leurs armées. Je pense que c'est quelque chose qui était généralement fait, mais encore plus, je pense que un paquet de 5 Death Rider va être absolument nécessaire. Ne serait-ce que pour cette battle tactique-là. Celle-là des Unfeeling Recursion, je pense que ça va être la plus dure à faire parce que c'est ramener des modèles. Hein. Vous ne pouvez pas juste utiliser la command ability pour healer un héros, pour lui redonner de la vie. Il faut vraiment que vous ayez ramené des modèles. Donc, généralement, ça va être vos Mortec Guard. Et là, comme on disait tantôt, il faut que vos 2 units de Mortec Guard ne mouvent pas et soient à plus de 3 pouces des ennemis units. Donc, situationnel, mais c'est faisable. Ça peut être. Situationnel, mais on a le contrôle dessus. Il y a des tours où ça va être automatique qu'on va le réussir. Parce que si on a 2 unités de Mortec qui ne sont pas engagées, l'adversaire ne peut rien faire, on peut ramener nos modèles et c'est sûr qu'on fait le. Fait que, oui, c'est très situationnel, comme tu dis, ça va être rare que ça va pouvoir se faire, mais quand ça va pouvoir se faire, on vient de faire 2 points facilement, puis là, on se garde. C'est plus que 2 points parce que ça nous permet de garder en réserve les autres battles tactiques plus faciles à faire pour les tours suivants. Donc, même celle-là, elle n'est pas 100% mauvaise. Là. Il y a des fois où ça va être comme un 2 points automatique. Je te dirais, je pense qu'on la verrait plus vers la fin de la partie. C'est le genre de battle tactique qu'il te reste des Mortecs qui sont déjà ses objectifs. Tu as clairé ce qui était engagé avec eux, puis tu as déjà utilisé tes autres battle tactiques, mais là, tu en as une peut-être plus facile à faire avec elle, puisque tu veux ramener des modèles dessus, et de toute façon, ils ne moveront pas. Donc, peut-être plus vers les tours 3, les tours 4. Que je verrais plus, même peut-être round 5, peut être très intéressante pour ça. Puis la dernière, je pense que c'est la meilleure de Tide Demands. Écoute, je fais ça un héros ou un monster. C'est encore meilleur que. C'est comme un autre Bring It Down, un autre Slay the Warlord, mais avec aucune restriction. Là. C'est n'importe quel héros ou monstre. Fait que le petit héros à 5 wounds sur un 6 plus save de l'autre bord, vous pouvez le targeter avec ça, là, alors qu'avant, il fallait qu'il soit un général pour que vous puissiez le choisir. Donc là, soudainement, vous avez une qui peut être très, très, très facile, on s'entend à compléter aussi. Vous avez une catapulte. Vous targetez un des petits héros comme ça, on met le worst case scénario, il y a un petit gobelin de l'autre bord, héros, il va mourir. Il va manger un coup de catapulte dans la gueule et vous allez compléter votre battle tactique. Donc, non, très, 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 très solide les battle tactiques ici, là, qui fait très différent de ce qu'on avait vu avant dans les tombes Celestial, comme j'ai dit tantôt.
Ça donne un avantage vraiment sérieux d'avoir plus de battles tactiques que les autres aussi. Là, quand on va affronter un adversaire qui n'a pas eu de tombe célestiale avec des bonnes battles tactiques ou pas de tombe célestiale du tout, ça peut faire la différence. Des fois, dans les parties serrées, aller chercher un 2 points, un 4 points de plus parce qu'on avait des options. Puis ça fait aussi des battles tactiques que l'adversaire connaît peut-être moins. Exactement. Donc, on connaît les battles tactiques génériques, mais là, ça commence à faire beaucoup de battles tactiques, à savoir, dans un tournoi de 5 parties, tu affrontes 5 adversaires différents, tu ne peux pas te souvenir de toutes les battles tactiques. C'est ça le problème. Tu sais, selon moi, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou sur le double tour, mais ça n'aurait jamais dû arriver, selon moi, des grand strategies et des battles tactiques propres à chaque armée, parce que justement, tu l'as bien mentionné, Yann, je connais toutes les battles tactiques, toutes les grand strategies des core rules, mais là, demandez-moi pas d'apprendre toutes celles de Stormcast, toutes celles de Nurgle, toutes celles de OCR, toutes celles de Soul Blight. Puis là, ben, ça va faire des feel-bad moments dans des games où je me suis vraiment placé pour être certain qu'il ne puisse pas slay mon Warlord, il ne peut pas me faire Broken Ranks. Et là, le joueur, je dis un exemple, Nurgle en face de moi va me sortir une autre battle tactique de son chapeau que je ne pouvais pas savoir me préparer contre ça. Puis ça va faire des moments où j'ai perdu la partie parce qu'il a fait une battle tactique que je ne connaissais pas, malheureusement. Vous allez dire, faites vos recherches. Oh my God, je l'ai plugué dans la vidéo. Mais faites vos recherches puis apprenez les battles tactiques des autres. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tous les joueurs qui vont faire ça, autres que les top compétitifs. Puis dans une game peut-être un peu plus casual, ça va laisser un goût amer dans la bouche, selon moi. Donc, ça devrait être scrappé, puis on devrait juste tout jouer sur les mêmes, selon moi, grand strategies, battle tactiques, qui sont rafraîchis saison après saison, ce qui pourrait être intéressant, mais là, qu'est-ce que on fait ce qu'on a. Déjà que quand on joue contre des adversaires, il faut connaître leur battle tome puis leurs unités, puis ce qu'elles font, c'est déjà tellement d'informations. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Au pire, il aurait pu peut-être certaines armées leur donner une battle tactique particulière. Puis là, tu sais que quand tu joues contre cette armée-là, elle a cette battle tactique-là. Mais comme je suis d'accord avec toi, je pense parce qu'on tombe tellement dans un cas de les haves et les have-nots, ceux qui les ont versus ceux qui les ont pas, puis il va toujours avoir une grosse différence avec ça. Mais c'est correct, il y a une façon de passer à travers ça, puis c'est dans la main des TO. Bannir les grand strategies et les battles tactiques de votre tournoi qui ne sont pas dans les core rules. Aussi simple que ça, puis je ne suis pas sûr que le monde serait fâché. En tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que je suis trop extrémiste là-dessus, je ne sais pas. Intéressant, c'est une bonne option. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre petit survol commenté du tombe célestial OCR Bone Reapers. Xavier, merci énormément d'avoir été avec nous. Comme je disais en introduction de la vidéo, les gens qui souhaitent te suivre sur YouTube ou sur Twitch peuvent le faire en suivant les liens qui sont dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bon wargaming!